l'invité de la matinale. KTO Radio. Transformer sa douleur en création artistique, c'est la démarche et le témoignage que nous propose ce matin notre invité sœur Samuel. Bonjour. Bonjour Maxence. Merci d'être avec nous. Vous êtes ermite diocésaine dans le diocèse de Troyes et artiste mosaïste. Peut-être que nos auditeurs vous connaissent. Vous venez il y a quelques semaines de lancer un projet de mosaïque monumentale nommé Renaissance, projet sur lequel le réalisateur Quentin Delcourt vous accompagne pour y réaliser un long métrage. On va aborder en détail le sens de ce projet. Tout d'abord, je vous présente un peu plus aux auditeurs. Sœur Samuel, vous avez été victime d'abus psychologiques et spirituels au sein des fraternités monastiques de Jérusalem pendant 20 ans et victime d'emprise à caractère sexuel de la part de l'ancien jésuite et célèbre mosaïste Marco Rupnik lorsque vous étiez étudiante, je crois, au centre Aletti à Rome. Vous avez réussi à prendre la parole en 2023 pour dénoncer ces actes de violence sexuelle et d'abus spirituels. On dénombre d'ailleurs plusieurs dizaines de femmes victimes qui ont témoigné également. Comment avez-vous vécu cette libération de la parole ? C'est quelque chose qui s'est fait par étapes, entre le moment où j'ai quitté physiquement à la fois les fraternités monastiques de Jérusalem et Marco Rupnik, et le moment où j'ai réussi à parler publiquement. Il s'est écoulé 8 ans. Ça donne une idée du temps nécessaire pour à la fois prendre conscience de ce qu'on a vécu et trouver la force en soi et avec d'autres d'oser en parler publiquement. Donc c'est un processus long de maturation qui s'inscrit dans le temps, qui est à la fois très positif, parce que peu à peu on prend conscience et on trouve les mots et on peut en parler, mais aussi un processus en fait douloureux de prise de conscience, de formulation, d'oser laisser tomber une peur, d'oser laisser tomber une honte un peu larvée en soi. Et que pensez-vous de la présence et de la persistance encore dans des lieux de prière des œuvres de Marco Rupnik ? Alors évidemment, c'est un thème qui me touche de près. Faut savoir que de par le monde, on dénombre un peu plus de 200 lieux de prière, donc église, chapelle, sanctuaire, cathédrale même, qui accueillent encore aujourd'hui, bien sûr, des œuvres de Marco Rupnik. Alors parfois, ce sont quelques mètres carrés, parfois ce sont des milliers de mètres carrés. Donc on est face à des œuvres très présentes. Évidemment, c'est un sujet difficile à affronter aujourd'hui. Il faut savoir, et je pense que c'est important de le savoir, que les agressions ou harcèlements perpétrés par Marco Rupnik se sont faits dans le cadre de la réalisation de ses œuvres. Donc, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, mais c'est l'expérience d'autres de ces anciennes victimes, Marco Rupnik, moi, m'a peu à peu mise sous emprise grâce à son travail, grâce à son art, et puis peu à peu, dans certains lieux où nous réalisions des mosaïques, donc sur des chantiers, dans des églises, c'est dans ce cadre-là, sur ces lieux-là, lors de ces réalisations, que Marco Rupnik, peu à peu, a commencé à faire des gestes, à poser des gestes sur moi. Donc, voilà, il faut prendre vraiment conscience que l'art de Marco Rupnik est lié à ces agressions, à ces actes de harcèlement, à ces actes d'abus psychologiques. Sœur Samuel, si vous le souhaitez, revenons au projet de mosaïque monumentale que vous avez nommé Renaissance, ce projet. Comment est venue l'idée d'ailleurs de ce projet ? C'est une idée qui a germé dans le temps et qui s'est faite grâce à la rencontre avec Quentin Delcourt, qui est donc réalisateur et producteur de films, et qui a pour but d'allier nos deux arts, c'est-à-dire la mosaïque d'un côté et puis le cinéma de l'autre. Et le propos général est de proposer une œuvre, une mosaïque monumentale, comme vous l'avez décrite, qui fera 50 mètres carrés, donc c'est une grande superficie, on est à 4 mètres de haut sur quasiment 13 mètres de long. Une œuvre de 50 mètres carrés qui est constituée de 200 morceaux, donc de 200 fragments, qui sont autant de mosaïques singulières. Donc ça se joue à 2 niveaux. Il y a une grande mosaïque avec un dessin général cohérent, constitué de 200 mosaïques qui ont chacune leur autonomie, leur singularité, leur pertinence. Pourquoi 200 mosaïques ? Parce que, comme je vous le soulignais tout à l'heure, c'est grosso modo le nombre d'œuvres de Marco Rupnik de par le monde. Et le but est de proposer pour ces lieux
un morceau de cette mosaïque Renaissance à mettre devant les mosaïques de Marco Rupnik comme un signe de réparation à la fois pour ses victimes, mais pour d'autres victimes dans l'Église, religieuses ou anciennes religieuses, qui ont subi des abus divers. Donc c'est un projet à la fois de grande ampleur, en lien avec l'œuvre de Marco Rupnik, mais pas seulement, et qui se veut un signe clair, positif, de réparation par le biais de l'art pour différentes victimes. Et ce n'est pas une œuvre individuelle, mais bien collective, puisque d'autres personnes victimes vont également composer cette mosaïque, je crois. Voilà, tout à fait. Nous avons à cœur que d'autres personnes, d'autres religieuses, anciennes religieuses, d'autres femmes victimes d'agressions, d'abus divers au sein de l'Église, mais d'hommes également, puissent contribuer à cette mosaïque. Alors nous avons imaginé différentes modalités pour ça. La mosaïque, vous savez, est constituée d'une infinité de morceaux qu'on appelle des tesselles. C'est le mot un peu technique. Et ces tesselles, je les ai fabriquées en grande partie. J'ai mis au point un matériau un peu unique pour cette occasion, pour être vraiment dans une démarche de créativité. Et pour ces personnes, il y aura la possibilité d'écrire au dos de ces tesselles, au dos de ces fragments de mosaïque, une prière, un nom, une intention, un cri, une douleur, une espérance. Et ensuite, ces morceaux, ces tesselles feront partie de la grande mosaïque, donc seront collés au cœur de la mosaïque. Donc c'est vraiment une manière de faire participer largement des personnes victimes, avec une dimension à la fois artistique, une dimension aussi de prise de parole et de grande liberté laissée à cette parole. Et tous ces mots, tous ces tesselles feront partie intégrante de la mosaïque. Et à travers cette mosaïque, est-ce qu'on peut y voir une métaphore, celle de la reconstruction de l'être, d'un esprit morcelé par les blessures de l'agression ? Bien sûr, c'est, je pense, la grande force de cet art qui, moi, m'habite depuis maintenant plus de 20 ans et qui m'a vraiment aidée dans une démarche de reconstruction personnelle pendant toutes ces dernières années. La mosaïque, c'est l'art de mettre ensemble, de coller ensemble des morceaux de tailles diverses, de valeurs diverses, de couleurs diverses. Et moi, je dis assez souvent que je passe mes journées à casser des morceaux, et surtout à recoller des morceaux. Et c'est vraiment cette dimension de remettre ensemble des morceaux brisés pour recomposer une image qui est nouvelle, qui est neuve, qui n'est pas un retour à un état d'avant les abus, mais qui manifeste vraiment une nouvelle beauté, un nouveau visage, un nouvel élan, un nouveau souffle avec les morceaux qui nous habitent et qui sont les conséquences des abus que nous avons vécus. Donc c'est évident que la mosaïque en elle-même, par sa technique, qui est une technique très ancienne, montre, dévoile, révèle par cette technique ce qu'est une reconstruction possible après avoir vécu des abus. Et ici, qu'est-ce que l'art, et l'art notamment de la mosaïque, apporte à ce processus de réparation et de reconnaissance ? C'est un art, donc comme je le dis, qui s'inscrit, qui a besoin de temps et qui tient vraiment compte des matériaux utilisés. C'est-à-dire que moi, j'utilise des matériaux comme des galets de marbre, qui ne sont pas de grande valeur, mais j'utilise aussi des matériaux comme la feuille d'or prise dans du verre. On a des morceaux différents, avec des rendus différents, et parce que ces morceaux sont mis ensemble, parce qu'ils sont réagencés ensemble, parce qu'ils s'apprivoisent l'un l'autre, ils vont pouvoir redonner vraiment une force et une beauté, une voix à l'ensemble de la mosaïque. Et c'est la force aussi de l'art, c'est là où je voulais en venir, c'est que ça peut permettre de donner une voix, une dimension qui est autre, qui ne correspond à rien d'autre pour pouvoir exprimer ce que l'on doit, ce que l'on veut dire. Bien sûr, parce que l'art est vraiment une parole, mais qui n'oblige pas à verbaliser les choses. C'est une parole visuelle et c'est aussi une parole dans la méthode, dans le processus de fabrication. Et en soi, je pense que c'est un support important et ça peut être un support important, un vecteur important pour pouvoir exprimer quelque chose sans devoir à tout prix y mettre des mots. Moi, j'ai fait l'expérience pendant de nombreuses années d'avoir la difficulté de trouver les mots pour
d'écrire pour expliquer ce que je vivais intérieurement. Par contre, le fait de continuer la mosaïque, de la développer, de trouver un style qui m'était propre, je pense m'a aidé à exprimer quelque chose que je portais sans devoir passer par les mots. Et en ce sens, je pense que c'est un support, en tout cas ça peut l'être, un support important pour des personnes victimes de pouvoir exprimer ce qu'elles vivent et ce qu'elles espèrent également. Et qu'est-ce que vous entendez sur Samuel et ressentez par le thème de Renaissance, le nom de ce projet? Peut-on y voir une lecture biblique en lien peut-être avec la résurrection? Bien sûr, et puis il y a ce processus où on parle bien sûr des personnes victimes. Le fait de parler de personnes victimes décrit un état qui pour moi est un état passé et révolu. Et donc c'est difficile d'être qualifié pour moi parfois encore aujourd'hui de victime et de personne victime parce que pour moi ça appartient au passé. Alors d'autres langues ont développé d'autres mots, notamment le nom de survivant, survivante. En anglais c'est très utilisé, en français beaucoup moins. Donc, j'ai essayé de m'approprier ce terme et puis je me suis rendu compte que ça aussi, ça correspondait à une étape du processus de reconstruction, mais qui pouvait être, en tout cas, qui était pour moi une étape passée. Et j'ai peu à peu pris conscience que de victime, j'étais passée à survivante, mais que de survivante, je passais à un autre état qui est celui de pouvoir renaître. Et tout à coup, je me suis rendu compte que ce terme de renaissance, de pouvoir renaître, correspondait à un état qui ouvre sur une nouvelle vie possible et qui, bien sûr, est en relation avec le thème de la résurrection et puis avec beaucoup d'autres naissances qui sont parfois des renaissances dans le récit biblique. Je pense notamment à Moïse, sauvé des eaux, par exemple, où cet enfant est déjà né et pourtant, il renaît à nouveau à travers un épisode précis du récit. Et donc ce projet est en cours de réalisation. Où en est-il? Alors la phase de conception, création est faite. La phase de prospection pour les matériaux, d'achat, etc. est quasiment terminée. Et donc très bientôt, la réalisation de la mosaïque va vraiment commencer. Pour ce projet de grande envergure, nous avons mis en place un financement participatif qui permet la réalisation de cette mosaïque, très concrètement, et de tous les frais inhérents à sa réalisation. Donc, c'est important pour nous de pouvoir vraiment le souligner. Toute participation, même modeste, est une contribution importante, à la fois matérielle, mais aussi un encouragement pour nous à continuer. Ce site de financement participatif se trouvera, je pense, facilement. C'est un site qui s'appelle ProArti et qui se découvre si, dans un moteur de recherche, vous tapez Renaissance, la symphonie d'Étincelle, vous allez arriver sur le site de présentation du projet et puis sur un lien qui vous redirigera sur ProArti. Je tiens à souligner que déjà des congrégations religieuses ont participé financièrement sur le financement participatif. Je tiens à souligner parce que moi, à titre personnel, ça me touche profondément de voir que des congrégations se mobilisent pour ça. Ça me touche par rapport bien sûr, à mon histoire personnelle, mais ça souligne aussi que des communautés religieuses, des congrégations ont à cœur, dans leur culture propre, de faire quelque chose pour lutter contre les abus dans l'Église et s'emparent du sujet. Et merci à elles et merci aux autres congrégations qui auront la générosité de faire ce geste pour nous aider. Le message en tout cas est passé et merci à vous Sœur Samuel d'avoir été avec nous ce matin sur KTO Radio, de nous avoir livré le sens de ce projet et également votre témoignage. Bon vendredi à vous. Merci.